Nous sommes ici pour notre dernier intervenant de la journée. Donc bravo à toutes ceux et celles qui sont ici depuis, pour certains, le début de l'après-midi. Donc encore une fois, bravo. En effet, c'est fort intéressant, on apprend plein de choses, donc c'est vraiment topissime ce à quoi on assiste aujourd'hui. Et là, nous avons une société qui s'appelle QuickSign. QuickSign, eux, ils vont nous expliquer les clés d'une expérience personnalisée, conforme et sans couture. Alors là, c'est un thème... Bonjour à tous. Alors, le sujet de cette conférence, cette courte conférence, merci pour votre attention à cette fin de journée en pleine digestion, c'est la question du KYC dans un contexte particulier qui est celui des services financiers. Comment réussir à variabiliser une expérience de KYC dans toute sa profondeur, c'est-à-dire autant sur la validation de l'identité que sur la connaissance du client en tant que tel, qui, comme vous le savez, est indispensable dans les services financiers pour être sûr d'octroyer un service adapté en fonction du profil de la personne. Et comment réussir à adapter cette expérience-là aux différents types de prospects qui viennent via les différents canaux d'acquisition des banques, des assureurs, des banques en ligne, des fintechs, etc. Pour bien comprendre un peu le contexte particulier du KYC dans ce segment de marché, je vous propose de juste faire un petit pas de côté et juste de se resituer un peu et comparer entre différents services, différents business sur lesquels des briques de KYC sont indispensables à l'entrée en relation. Donc, si on veut regarder par exemple un segment du marché sur lequel vous avez de la biométrie à l'aide d'un smartphone et sur lequel vous allez faire une vérification d'identité en vous filmant, sur un service sur lequel les enjeux de fraude sont assez faibles et sur lequel on a une vraie homogénéité des gens qui viennent, typiquement Cityscoot. Sur Cityscoot, le parcours est le même pour tout le monde, c'est très simple. Vous adressez des Parisiens entre 25 et 35 ans qui ont le choix entre 3 marques de chaussures, des Veja, des New Balance ou une troisième marque, Fago par exemple. Vous avez une grande homogénéité, vous proposez le même parcours pour tout le monde, globalement ça marche, vous avez un bon niveau de conversion et vous avez un enjeu de fraude et de régulation qui est assez faible. Donc finalement, c'est assez simple. Si vous prenez un service comme Chronopost, il y a un enjeu d'identification sur du suivi de colis, sur du suivi de recommandés, mais globalement, même si on a en face de nous des gens qui sont très différents, ça peut aller de la petite grand-mère de 85 ans qui reçoit son colis à un jeune connecté, globalement, l'expérience est simple, elle est guidée, vous allez signer, potentiellement vous allez recevoir un code sur votre téléphone, mais on reste sur quelque chose de basique. Par contre, c'est vrai que comparé à Cityscoot, vous allez avoir une grande hétérogénéité des gens, mais globalement qui est compensée par l'interaction en face à face qui vient compléter le dispositif digital. Si on commence à monter un peu et qu'on s'intéresse aux marchés sur lesquels les enjeux de fraude commencent à être élevés, si on prend celui des paris en ligne, là, l'enjeu du KYC commence à devenir fort. Parce qu'on sait que déjà, il y a une pression réglementaire qui est forte, il y a un enjeu de fraude qui peut être important, ce qui maintient une relative simplicité du parcours, c'est que globalement, si vous prenez une boîte comme Winamax, on reste sur des jeunes ou moins jeunes, mais globalement des gens très connectés, qui sont très à l'aise avec les devices numériques. Et le quatrième segment de marché, qui est notre segment de marché, c'est celui des services financiers dans lequel on spécialise. Il fait face en fait à un environnement qui est presque toxique. Parce qu'il faut réussir à la fois à adresser un risque de conformité et de fraude qui est élevé, avec une très grande hétérogénéité des types de prospects. Nos clients, qui sont souvent des institutionnels, de la banque, du crédit conso, de l'assurance, adressent aussi bien des jeunes, voire des très jeunes, mineurs qui viennent ouvrir un compte bancaire dans la banque de leurs parents, que des personnes beaucoup plus âgées, avec un patrimoine beaucoup plus important et une grande variété de maturité digitale. Comment est-ce que ces institutions-là réussissent à mettre en place des parcours KYC qui leur permettent de remplir leurs obligations en termes de conformité, de faire de la conversion vis-à-vis de leurs prospects et surtout de faire de la performance. Donc c'est un peu ce qu'on va étudier aujourd'hui via différents exemples. Quand il s'agit de penser un parcours KYC dans les services financiers, en fait, c'est une équation dont le nombre de variables est assez étendu. On s'est amusé il y a quelques semaines avec notre équipe data à recenser un peu toutes les variables dont on tient compte quand on fait de l'optimisation continue sur des parcours. Et sur certains parcours, on monte jusqu'à 25 variables. Si on simplifie un peu le trait, il y a 5
grands éléments qui rentrent en compte sur la partie proprement KYC. Le premier, évidemment, c'est minimiser le risque de fraude d'identité. S'assurer que la personne que j'ai en face de moi est la bonne. Vous en avez entendu parler, je pense, toute la journée. Et c'est effectivement la base de la vérification de cette entrée en relation. Un autre élément qui est au moins aussi important pour un service financier, c'est se dire, certes, je sais qui est en face de moi. La question est, quel est son potentiel en tant que prospect pour moi? Quel est son profil? Quel est son patrimoine? Sa liquidité? Est-ce qu'il est éligible à telle offre et pas à telle autre? Et là, pour s'en assurer, on rentre dans une démarche qui peut être un peu complexe. On va aller chercher différents documents, des avis d'apposition, des bulletins de salaire, autant d'étapes et autant d'éléments qui potentiellement vont rajouter des frictions dans le parcours et qui font que ce soit en digital ou en face à face en agence, on prend le risque de créer de la friction. Et évidemment, le parcours, l'enjeu, c'est qu'on maximise la transformation. Aujourd'hui, sur du parcours full online, les coûts d'acquisition sur des prospects pour la banque en ligne, on est sur plusieurs centaines d'euros. La moindre friction sur le parcours appliquée à des volumétries de dizaines de milliers, voire de centaines de milliers de dossiers, ce sont des coûts extrêmement importants. Donc on ne peut pas se permettre d'avoir la moindre couture sur ce parcours-là. Le quatrième élément qui est très important, c'est la soutenabilité du modèle économique. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est parce qu'on met du digital que c'est lean, efficace et pas cher. Au contraire, dans le digital, vos coûts peuvent exploser très vite. On peut automatiser beaucoup de choses, on peut appeler des bases tierces, on peut faire appel à beaucoup de services, mais tout ça, ce sont des coûts qui s'empilent. Et en fait, vous avez une courbe du coût de la connaissance client par rapport à la gestion de votre risque et la gestion de votre business à un moment qui peut se croiser et sur lequel vous êtes obligé de faire du pilotage de manière granulaire. Et évidemment, la dernière variable qui, plutôt qu'une variable, est une constante, puisqu'en termes de conformité, il s'agit toujours d'être à 100%, c'est de gérer son risque réglementaire. Alors ce que je vous propose maintenant, c'est de naviguer dans quelques petits exemples concrets pour vous montrer en fait la manière dont on raisonne avec nos clients quand ils viennent nous voir sur des sujets d'optimisation KYC et pour voir que même si la logique reste la même d'un client à l'autre, la manière de poser le problème peut parfois différer. Ce que je vous propose comme premier exemple, justement pour sortir un peu du cadre pure institution financière classique, c'est de prendre l'exemple d'un distributeur qui a développé tout un programme de fidélité, un programme de crédit à la consommation qui est vraiment au cœur de sa stratégie et qui passe par l'octroi d'une carte. Et cette carte vous permet d'être éligible à un certain nombre de facilités de paiement. On va du paiement fractionné à du crédit consommation affecté et pour qui l'enjeu est de réussir via un dispositif omnicanal à pousser cette carte à l'ensemble ou au maximum de gens possible dans le réseau. La manière dont ce retailer va se poser la question du KYC, la première chose, c'est penser en termes de conversion par rapport au nombre de gens qui passent dans ces magasins. On est sur un produit d'appel de masse, on est sur un produit d'appel qui est central dans la stratégie data de l'entreprise, qui veut convertir des consommateurs en potentiels clients de services financiers. Donc il faut réussir à avoir quelque chose qui soit le plus simple possible, sachant qu'en face de nous, on a des populations dont les niveaux de revenus varient énormément. Et donc du coup, l'hétérogénéité est très forte. Le deuxième sujet, on est dans la grande distribution, donc on est sur une logique de coût qui doit être extrêmement lean et qui n'est pas évidente du tout à maintenir, puisqu'on est sur un sujet omnicanal avec potentiellement des agents en magasin qui doivent gérer un flux physique, un dispositif qui est aussi digital, et derrière des enjeux d'automatisation avec des équipes en back-office qui doivent valider un certain nombre de choses. Et donc l'automatisation est quelque chose qui est très important pour eux. Cette automatisation, elle va rentrer en contradiction avec un risque de fraude important. On est sur un client sur lequel, comme on est beaucoup des produits portent sur des prêts faibles, va attirer des profils dont soit qui ont un profil de fraudeur, soit dont la liquidité est faible. Et donc du coup, il y a un enjeu très fort de profiling très granulaire. Et ce profiling granulaire du prospect, enfin du client en l'occurrence, client retail, mais prospect du service bancaire, va rentrer en contradiction potentiellement avec le fait qu'on est sur une stratégie de massification et d'automatisation. Et donc, la question que se pose un acteur de ce type, c'est comment est-ce que je réussis à automatiser, à industrialiser et en même temps
à pouvoir descendre de manière très granulaire sur les types de populations que je vais adresser, et pour chacun de ces types et sous-types, réussir à optimiser mon gain en termes d'automatisation, de type de produits que je peux leur vendre, et de gestion de mon risque de fraude qui doit être différencié. Donc on est au cœur du sujet de variabilisation. Un autre type d'acteur très différent, là on est sur du petit prêt en ligne, acteur plutôt fintech, avec une promesse d'instantanéité sur du prêt faible qui cible plutôt des populations étudiantes, jusqu'à 100-200 euros. Alors, eux, la manière de poser le problème, c'est différent, c'est de l'instantanéité. Donc l'élément clé pour eux, c'est qu'ils sont sur une stratégie extrêmement agressive d'acquisition. Donc, ils ont des budgets marketing qui sont très importants. Ils passent par des comparateurs de prix, sur des offres promotionnelles. Ils passent aussi sur des canaux type radio, jeunes, etc. Le problème, c'est qu'ils reçoivent beaucoup de flux. Et en fait, ils ne peuvent pas se permettre de processer l'intégralité de ce flux parce que ça leur coûterait trop cher. Donc, la question, c'est comment est-ce que je suis capable de faire du profiling en 2 temps avec une première étape qui me coûte le minimum, qui ne soit pas forcément sujette à friction et à déperdition de prospects, et qui me permettent dans un deuxième temps d'aller faire un véritable travail de scoring, mais sur un flux qui a déjà été affiné et sur lequel mon niveau de KYC a déjà progressé d'un cran. Il faut que je garde un parcours extrêmement simple. On est sur un secteur ultra concurrentiel où la compétition est à un clic. On est sur du full online. Donc il faut que l'expérience reste extrêmement lean. Et on a aussi un risque de fraude important et de la conformité. Mais vraiment, leur obsession, c'est plutôt les 3 variables du milieu. Et enfin, le sujet sur lequel le troisième exemple que je voulais le plus creuser avec vous, c'était l'exemple plus classique de la banque de détail, sur lequel la problématique de l'omnicanalité peut s'avérer extrêmement complexe. Et ce qui est assez intéressant avec la banque de détail, c'est que quand on regarde bien, finalement, le modèle de l'agence et le modèle physique résistent très très bien. On a beaucoup glosé sur les 10 dernières années sur le fait que la banque en ligne retournait la table, que le modèle d'agence était mort. En attendant, certes, les grandes institutions réduisent le nombre d'agences, mais la banque de détail de proximité a toujours pignon sur rue. Elle capte un flux très important. Le modèle reste efficace. Il y a des coûts fixes qui sont très importants en termes de parc immobilier, d'agents, etc. Mais finalement, elle continue à attirer du prospect sur sa zone géographique, elle continue à bien convertir avec une gestion du risque de fraude qui est plutôt bonne, un modèle économique qui reste soutenable même s'il est challengé, et un parcours utilisateur qui globalement fonctionne bien. Et donc la question c'est, lors que j'introduis du digital, pourquoi je l'introduis et comment je l'optimise? Et finalement, le digital, dans nos discussions qu'on a aujourd'hui avec nos clients dans la banque de détail, en fait, c'est avant tout un sujet de canal d'acquisition. C'est ça le problème. Mon problème numéro 1, c'est la fille du couple qui est dans mon agence depuis 20 ans, qui, elle, n'a jamais poussé la porte de l'agence, qui ne compte pas le faire et qui est exposée le soir dans sa chambre en regardant la télé à une offre promotionnelle d'un pure player en ligne qui propose 150 € pour de l'ouverture de compte. Et comment est-ce que je capte cette personne-là si je ne suis pas présent sur le digital? Eh bien, cette personne-là, je l'ai perdue. Et pourtant, j'ai ses parents. Donc en fait, on n'est plus tellement sur les sujets… Le point d'entrée, en tout cas, de la réflexion est beaucoup plus sur l'acquisition que sur l'optimisation en tant que telle. Le problème, c'est que quand on regarde bien beaucoup de banques de détail, que je ne citerai pas aujourd'hui, elles ont fait sur les 5-6 dernières années la même erreur que les retailers ont fait il y a 15 ans. Il y a 15 ans, la Fnac, Darty, voit ces discounts, Amazon arriver, les sites prennent de l'ampleur et ils se disent il faut qu'on ait un site web. Donc on va faire la même chose que nos concurrents. On crée un canal web. Et ce qu'ils ont découvert très vite, c'est qu'en fait, le client était beaucoup plus exigeant avec eux qu'il ne l'était avec les pure players. Pourquoi? Parce que le client s'en fiche de la segmentation entre votre canal web et votre canal agence. Il s'attend à pouvoir passer de l'un à l'autre de manière hyper fluide. Le problème, c'est que c'est très compliqué à faire, l'omnicanalité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a encore beaucoup de banques qui ont pignon sur rue, qui proposent une vague expérience digitale qui en réalité est extrêmement complexe et qui est plus un produit d'appel qu'autre chose, mais sur lequel vous avez le choix. Alors j'ai un peu forcé le trait forcément dans cette slide, mais entre un parcours en ligne extrêmement compliqué,
extrêmement rébarbatif ou un rendez-vous en agence. Et en fait, 98% de leur taux de conversion, c'est de l'agence. Donc on n'arrive pas vraiment à capitaliser sur ce flux et à faire de l'acquisition en ligne. Et du coup, ces canaux web de KYC à distance ne fonctionnent pas bien. Ils ne fonctionnent pas bien en termes de profiling, en termes de segmentation des prospects. Ils ne fonctionnent absolument pas en termes de conversion. En termes de modèle de coût, on est généralement sur des projets un peu usine à gaz sur lesquels le ROI ne vient jamais. Et généralement, il y a des trous à tous les niveaux en termes de conformité. Aujourd'hui, l'enjeu pour la banque de détail, qui n'est pas simple, c'est justement que à partir du moment où on fait le choix d'un KYC véritablement omnicanal, le niveau de variabilisation devient extrême. Et en fait, le niveau d'exigence est encore plus fort que pour les acteurs qui sont 100% en ligne. Parce qu'à partir du moment où je suis client d'une banque dont je connais l'existence dans le monde physique et je sais aussi qu'elle est capable de me fournir un service de qualité en ligne, alors je vais l'attendre au tournant à tous les niveaux. Quand je me rends en agence, je ne comprends pas que je ne puisse pas compléter mon dossier avec des pièces qui sont dans mon téléphone et que le conseiller en face de moi ne soit pas capable de m'envoyer un lien instantanément pour que potentiellement je fasse un glisser-déposer de mes bulletins de salaire qui sont présents dans mon application. Je ne le comprends pas. S'il me demande de l'envoyer par mail, l'expérience est dégradée. S'il me demande de lui amener quelque chose à imprimer, c'est encore pire. De même que sur la partie KYC pure, on peut tout à fait imaginer, alors là, peut-être pas dans la banque de détail, mais si on prend l'exemple du retail qui donne des services bancaires, pourquoi est-ce que quand j'achète un frigo potentiellement cher à 3 000 €, je devrais faire la queue sur le corner où on va m'octroyer un crédit consommation, alors qu'en fait, j'ai ça dans ma poche et potentiellement, je peux faire tout le parcours sans faire la queue et en fait en validant tout sans avoir à passer par la case conseiller en magasin. Je suis en magasin, mais je veux pouvoir profiter de cette expérience qui aujourd'hui est un standard. Et à l'inverse, quand je suis chez moi, je veux pouvoir compléter l'expérience que j'ai potentiellement initiée en agence ou potentiellement si j'ai un doute ou un problème, je veux pouvoir bénéficier de cette présence physique, on va dire, du retail et je m'attends à tout moment à pouvoir être accompagné là-dessus. Et c'est ça qui est véritablement un challenge sur l'authentification et le scoring aujourd'hui, c'est que on a longtemps cru que le digital allait permettre juste de laisser le client faire tout le travail administratif et laisser les conseillers se concentrer sur des tâches à valeur ajoutée. En réalité, malgré les progrès de l'intelligence artificielle, malgré les automates, il y a énormément d'aléas aussi qui rentrent en ligne de compte. Et en fait, aujourd'hui, sur les modèles de self-care, les établissements les plus efficaces sont ceux qui ont réussi à industrialiser le self-care assisté. Vous allez potentiellement avoir des call centers qui savent exactement où est-ce que vous avez bloqué dans votre tunnel digital et qui vont vous accompagner sur la transformation. Alors même que vous aviez parfaitement ajusté votre expérience, que vous étiez capable de dire à votre prospect pourquoi sa carte d'identité était floue, vous lui aviez fourni toutes les indications, mais pour une raison qui vous échappe, ça n'arrive pas à convertir. Comment est-ce que l'humain doit prendre le relais? Et là-dessus, la variabilisation, elle est très compliquée à gérer parce qu'elle vient casser des silos internes à l'entreprise qui sont généralement fortement intégrés. Et donc, pour boucler sur l'omnicanalité, si on reprend notre équation de départ aujourd'hui, en fait, l'omnicanalité vient introduire énormément de complexité qui doit être adressée via la variabilisation des parcours. La multiplication des points d'entrée est un élément complexe et sur lequel il faut réussir à se positionner en pré-mappant au sein d'un process orchestré la multiplication des points d'entrée. La notion de temps réel sur la complétion d'un dossier avec des pièces qui viennent valider le profil et l'identité de la personne. Comment est-ce que je fais en sorte que tous les différents touchpoints de l'expérience, qu'elles soient dans le retail, le call center ou le digital, tout le monde ait une vue unifiée du dossier et puisse accompagner le client de manière parfaitement fluide. Comment est-ce que je tiens compte de la multiplication des aléas des comportements des utilisateurs? Quand je suis en agence, c'est très simple. La personne vient, elle me fournit ses pièces, elle n'a pas ses pièces, je lui donne une liste de pièces et elle revient le lendemain, elle me les amène. L'agent gère la complexité, l'adaptabilité et après rentre toutes les informations dans le SI. Quand la personne est à distance, quand on est sur du 100% en ligne, la personne doit suivre un process, elle le fait plus ou moins bien. Si elle n'y arrive pas, éventuellement, le canal téléphonique peut prendre le relais. Et quand on a les 3 canaux, en plus on rajoute l'agence, comment est-ce que je fais en sorte que mon call center, mon agent local, etc., tout ça puisse avoir une vue temps réel du dossier et prendre le relais au bon moment? Parce que ce n'est pas toujours l'agent local qui va être le plus pertinent versus le call center, etc.
Tout ça induit un risque de dérapage des coûts opérationnels qui est très fort et des contrôles de conformité puisqu'il y a potentiellement une complexification du parcours, donc des fuites et des trous dans la raquette qui sont plus forts. Donc tout ça pour dire qu'en fait le digital vient amener de la complexité parce que comme toujours, faire quelque chose de simple, c'est vraiment compliqué. Et dans un environnement complexe comme celui-là, c'est particulièrement vrai. Et donc la clé, avec les différents exemples et les pain points que je vous ai listés, et volontairement on maintient la frustration sans apporter la solution précise, mais la clé c'est vraiment cette variabilisation. Et là je vous ai listé un exemple de tout ce qu'on vient variabiliser dans notre manière de formater les parcours de nos clients. On va travailler sur la multiplication des méthodes de vérification d'identité, qu'on soit sur de la biométrie, sur de l'identité numérique comme INLP. Comment est-ce que ces différentes options sont présentées à mon client en fonction de son contexte, en fonction des données de production que nous captons, et nous avons aujourd'hui des patterns de comportement en fonction des classes d'âge, en fonction des lieux d'habitation. Nous savons en fait qu'est-ce qui transforme le plus. Donc comment est-ce que j'oriente de manière dynamique mon client entre ces différentes options? Comment est-ce que je dynamise ma collecte documentaire en fonction du type de client que j'ai en face de moi, du type de produit qui vient souscrire et en fonction du risque perçu parfois via les comportements de l'utilisateur. Donc, est-ce que ce dossier de collecte qui est figé dans un arbre, est-ce que je dois le rendre dynamique parce que j'ai perçu un aléa plus important? Et donc, du coup, comment est-ce que je rends la chose un peu plus profonde, on va dire, en termes de qualification et je demande des pièces supplémentaires? Il y a la question des contrôles. Les contrôles sur ces pièces, sur ces éléments, en fait, c'est une chose de collecter une pièce d'identité, mais en fonction de vos enjeux, vous n'allez pas forcément faire les mêmes contrôles. Je reprends mon exemple de retailer de tout à l'heure. Si je suis dans une logique, par exemple, d'automatisation maximale, parce que ce que je veux, c'est distribuer ma carte de fidélité, sur ma pièce d'identité, je peux faire un set de contrôle qui est assez minime. Si j'ai en face de moi un prospect qui, en plus de la carte, demande un crédit, mon niveau de risque augmente. C'est la même étape de contrôle dans mon process, mais les types de contrôles que je vais faire sur la carte ne vont pas être les mêmes. Comment est-ce que je variabilise ces contrôles? Et comment est-ce que je garde la main en fonction de qui j'ai en face de moi? Et après, derrière, comment est-ce que j'adapte mes cinématiques en fonction de ce qui est très difficile à anticiper quand on sketch un parcours en amont, en fonction des types de gens qu'on s'apprête à transformer en clients et en fonction des produits auxquels ils souscrivent, c'est tous les aléas de l'expérience client. Et les variables, là, explosent. Leur type de device, la qualité de la connexion, mes hypothèses sur leur maturité digitale en fonction de leur âge et un certain nombre d'indicateurs que je peux capter via mes formulaires d'entrée. Sur de l'omnicanal, en fonction de l'heure. Parce que par exemple, si vous proposez à quelqu'un de faire de la biométrie à une certaine heure de la journée, eh ben, potentiellement, si après à la deuxième tentative, elle n'y arrive pas, vous n'allez pas lui proposer la même chose s'il est midi ou 17h30. Si vous savez que l'agence du coin est ouverte, eh ben, en fait, peut-être que ce sera plus intéressant de la faire passer dans l'agence plutôt que de lui proposer une solution digitale alternative. Et donc, comment est-ce que je tiens compte de ça pour maximiser ma transformation et m'assurer que mon client a une expérience 360 qui soit la plus fluide possible? Et c'est nous ce que nous faisons chez QuickSign avec cette obsession justement de la variabilisation du parcours en vue de la conversion. Et évidemment, la clé de tout ça ne réside pas nécessairement dans le fait de pondre des specs très détaillées, très précises, avec des use cases anticipés qui soient hyper granulaires au début. On est nécessairement dans des logiques d'amélioration continue. Donc quand on parle de variabilisation, on parle de la variabilisation aussi bien pour les clients que pour ceux qui orchestrent le parcours, les opérateurs bancaires, les services financiers, pour qu'eux-mêmes, en fonction de l'évolution des comportements, qu'on traque en permanence et sur lesquels on accompagne nos clients, on puisse adapter les parcours. Parce que les choses évoluent très vite. Je ne sais pas quel est le taux de pénétration d'INLP aujourd'hui, mais si d'ici 2 ans, on atteint les niveaux de l'identité numérique belge ou italienne, forcément, la structure des parcours de nos clients ne sera pas du tout la même. Et ça demande de l'agilité et une analyse data permanente pour s'adapter. Avec les résultats. Donc aujourd'hui, notre manière de travailler avec nos clients, on travaille à 2 niveaux. Finalement, on expose des services KYC, des services de gestion documentaire, des services de e-signature, donc tout ce qui fait les étapes clés, tout ce qui constitue les étapes clés d'un parcours d'onboarding digital. Mais le cœur de notre métier, c'est d'aller gratter des points de conversion, gratter des points de performance. Et c'est là-dessus qu'on investit le plus aujourd'hui avec nos équipes data pour justement aller chercher l'efficacité opérationnelle et être incentivé quand nos clients réussissent à mettre en place des dispositifs qui transforment.
Je vous remercie. Mesdames et messieurs, est-ce que vous avez des questions? Questions techniques, questions pointues? Non, pas de questions? Bien, bonne soirée à tous. Eh bien voilà, c'était Jean-Marie Fouquet qui a présenté QuickSign. Merci beaucoup Jean-Marie. Merci.